Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. Une édition que nous débutons par l'actualité politique. Réunion hier après-midi du Conseil national de dialogue politique CNDP. Et c'était au palais des congrès de Niamey sous la présence du Premier ministre, président du CNDP. Deux questions ont été à l'ordre du jour jusqu'à tard par les multi-acteurs de différents bords politiques en présence des grands témoins qui ont pris d'importantes mesures au cours de cette réunion du CNDP. Le compte rendu de Bouka Ibrahim. Après plus de 4 heures de temps qu'a duré la réunion du Conseil national de dialogue politique CNDP, réunie en session ordinaire au titre de l'année en cours, les partis politiques, majorité, opposition et non affiliés ont, après examen des différentes questions ayant motivé la dette session, pris d'importantes décisions. Les partis politiques réunis au sein du Conseil national de dialogue politique CNDP 1. Apportent leur soutien indéfectible aux forces de défense et de sécurité FDS dans leur mission de sécurisation du territoire nigérien. 2. Encourage le gouvernement à mobiliser davantage de ressources afin de doter les forces de défense et de sécurité FDS des moyens conséquents pour lutter contre l'insécurité. 3. Appelle l'ensemble de leurs militants et au-delà tous les Nigériens pour une mobilisation générale relativement à la question sécuritaire. Prenant la parole à son tour, le Premier ministre chef du gouvernement et président du CNDP, se disant heureux de la qualité des échanges qui ont prévalu, n'a pas manqué de résumer la réunion à travers les différents points inscrits à son ordre. Au cours de cette session, nous avons discuté d'un certain nombre de points. Deux points essentiels, la sécurité et les élections de la diaspora. En ce qui concerne la sécurité, nous avons écouté un exposé du ministre de la Défense qui nous a fait part de la situation sécuritaire de notre pays. Cette situation se caractérise par des menaces au niveau des frontières est, nord, sud et ouest de notre pays. Il nous a fait part de tous les efforts que le gouvernement déploie pour que la paix et la sérénité s'installent dans notre pays. Des débats ont été engagés suite à cette présentation et l'ensemble des partis présents à cette session ont félicité le gouvernement pour les efforts qu'il déploie, ont félicité nos forces de défense et de sécurité pour l'abnégation et le travail qu'ils accomplissent sur le terrain. Dans la suite de son intervention, le Premier ministre a laissé entendre que dans les mois à venir, la CENI procédera à l'enrôlement des Nigériens se trouvant à l'extérieur et qu'il invite d'ailleurs à prendre attache avec les ambassades et les consulats. Et il a poursuivi en invitant les acteurs politiques à plus d'ouverture pour toujours faire du CNDP nigérien un modèle de la sous-région. Du Conseil national de dialogue politique CNDP a été boycotté par le parti Amen Amen de Omar Hamidou Tchana, un parti de l'opposition. Les raisons de ce boycott avec le président du parti Omar Hamidou Diladan Tchana dans cet extrait avant de le retrouver plus en détail sur d'autres sujets en partie magazine de cette édition. On l'écoute. Ce n'est pas la réunion du CNDP. Les Nigériens sont préoccupés par l'insécurité, ils sont préoccupés par le pouvoir d'achat, ils sont préoccupés par les inondations, ils sont préoccupés par l'école. Et pendant que les Nigériens souffrent, ils n'ont rien trouvé à faire que de convoquer le CNDP pour faire plaisir à leurs partenaires. Vous avez entendu que le haut représentant spécial pour les Nations Unies pour le Sahel siège au Niger. En fait, c'est un prélude également à la visite du président Macron qu'on organise ce CNDP pour faire croire que la démocratie est
est en marche au Niger. J'ai d'ailleurs fait hier une publication pour demander aux représentants des Nations Unies de rencontrer toutes les parties qui ne peuvent pas se contenter juste de la vie des bourreaux de la démocratie au Niger et puis dire que tout va bien. En vérité, c'est toujours la tactique politicienne. Et vous savez ce que ça me rappelle? Ça me rappelle comme des collégiens qui, au vu de leurs surveillants, courent pour ranger leurs affaires pour paraître des bons élèves. Non, la démocratie au Niger est en panne et du fait du PNS. Donc c'est juste une information, il n'y a pas eu de débat. Comme à l'Assemblée nationale, tout est muselé. Il n'y a pas eu de débat, c'est pour donner une information. L'information qu'ils doivent donner sur la sécurité, ça ne concerne pas que les partis politiques. Ils doivent également la donner à tous les Nigériens. Donc pourquoi est-ce que se réunir pour dire qu'on va parler juste entre partis politiques de cette question sécuritaire? Et vous avez vu, même les parents, les alliés du PNS ont boycotté cette réunion parce que c'était un non-événement. Nous, on n'est pas allés parce que, moi je dis toujours qu'en politique, la crédibilité dépend de la constance avec laquelle on défend ses opinions. L'opposition, depuis 2017, a posé des préalables. Et à ce jour, aucun de ces préalables n'a pas été rempli. Donc, on ne sait pas pour quelle raison. Certains partis de l'opposition ont été amadoués pour aller faire l'image, pour aller faire la photo, aux côtés des gens du pouvoir qui vont le vendre pour faire comprendre que la démocratie est un marché au Niger. Amin a boycotté. Et pourquoi? Mais parce que c'est pour une question de cohérence. L'opposition a posé des préalables. Savez-vous que le décret 2004 qui institue le CNDP a été charcuté par la volonté de Mohamed Bazoum, candidat ministre de l'Intérieur? Et tout ça parce qu'il préparait son hold-up électoral. Aujourd'hui, ce décret a complètement perverti le sens dans lequel le CNDP a été créé. Donc nous avons demandé dès l'époque que ce CNDP revienne à son fonctionnement initial, que tout le monde appréciait. Mais pour un dessin, le dessin de leur hold-up électoral, nous avons vu, ils ont charcuté et puis modifié ce décret à leur guise. Rendez-vous en partie magazine de cette édition pour suivre l'intégralité de cet entretien que nous a accordé le président du parti Amen Amin, Omar Hamidou Tchana, qui s'est prononcé sur les raisons de boycott de son parti Amen Amin à l'occasion de cette réunion du CNDP. Il s'est également prononcé sur d'autres sujets d'actualité. La suite de cette édition, la cité Al-Hayat est construite par l'association d'appui pour le service humanitaire financé par la Fondation islamique internationale de bienfaisance en collaboration avec la Fondation Issoufou Mamadou. La cérémonie a eu lieu ce matin au quartier Diaspora en présence donc de plusieurs invités et des populations qui ont été invités pour la circonstance. Le compte rendu de cette cérémonie avec Hamza Sakou. Située au quartier Diaspora de Niamey, dans la commune rurale de Karma, la cité Al-Hayat est composée de 107 logements, une mosquée, 9 classes, un atelier d'apprentissage de métiers, un dispensaire, 5 boutiques, tous en matériaux définitifs. Cette œuvre de charité est l'œuvre de l'association d'appui pour le service humanitaire sous financement de la Fondation islamique internationale de bienfaisance. Alors nous sommes très heureux au niveau de l'association d'appui pour le service humanitaire que vous nous partagez cette joie en ce qui concerne l'inauguration officielle de la cité Al-Hayat, et cela en collaboration avec la Fondation internationale de Koweït et sous le patronage de la Fondation Issoufou Mahamadou. Il s'agit de rappeler ici que la cité Al-Hayat, que nous sommes tous ici réunis pour l'inauguration, n'est pas la première cité donc, construite par l'association d'appui pour les services humanitaires. Il y a avant cela 5 cités qui ont été construites à travers l'association. Et ceci est la 6e. Et Inch'Allah, nous comptons construire d'autres cités et nous opérons Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider dans ce sens. Pour rejoindre l'utile à l'agréable, les bénéficiaires bénéficieront de quelques têtes de chèvres pour en profiter pour faire une activité génératrice de revenus. Donc au lieu de se commander, ils vont
en tirer profit. Pour la Fondation Issouf Mahamadou, partenaire de mise en œuvre de ce projet, la construction de ce joyau cadre avec ses activités. Cette cérémonie s'inscrit dans le cadre des activités de la Fondation Issouf Mahamadou, dont les axes d'action s'articulent autour de la promotion de la paix, de la démocratie, du panafricanisme, du capital humain et du climat. À travers le partenariat entre l'ONG, l'Association d'appui pour les services humanitaires AASH, la FIM et International Islamic Charity Organization IICO, c'est de tout un complexe intégré que bénéficie la commune de Karma et sa population. Pour les bénéficiaires, c'est une joie immense qui les anime. C'est pour moi un agréable plaisir de prendre la parole au nom du conseil municipal, de l'ensemble de la population de la commune rurale de Karma et à mon nom personnel pour vous souhaiter la chaleureuse bienvenue à cette importante cérémonie. J'ai saisi cette occasion solennelle pour remercier très vivement tous ceux qui ont contribué au choix de notre commune pour abriter ces logements sociaux. Permettez-moi de présenter une fois de plus mes très sincères remerciements aux représentants du président de la République, vice-président de la Fondation Issouf Mahamadou et sa délégation pour avoir fait ce déplacement au quartier diaspora commune rurale de Karma. Cette cérémonie d'inauguration de la cité Al-Hayat s'est achevée avec une plantation d'arbres suivie d'une visite dans les locaux. La salle de réunion de la Chambre de commerce de Niamey a abrité ce matin l'Assemblée générale ordinaire de l'Association nigérienne pour la promotion de la finance islamique ANEFI. Des assises qui ont permis la mise en place effective du nouveau bureau de l'ANEFI. Et c'était en présence de notre reporter Adam Ousmana. Créée il y a de cela une décennie, l'Association nigérienne pour la promotion de la finance islamique tient par la présente son assemblée générale ordinaire. Occasion pour les responsables de la dite association de revenir sur les péripéties qui ont marqué l'avènement de l'ANEFI. Il me plaît de rendre hommage aux membres fondateurs qui ont eu cette louable initiative pour tous. Pendant cette décade, l'ANEFI a beaucoup œuvré pour la recherche des voies et moyens qui permettront l'implantation effective de la finance islamique au Niger. Et depuis 2 ans, nous visons, au-delà de l'implantation, que le Niger devienne le hub de la finance islamique. Mettre un accent particulier pour le développement de la finance islamique dans notre pays. Je sais que la législation, pour toute œuvre utile, la législation est difficile. Et je crois qu'il n'y a pas de meilleur outil de lutte contre la pauvreté de notre pays que la finance islamique. Procédant à l'ouverture de cette assise, le représentant du ministère des Finances n'a pas manqué de souligner l'importance de la finance islamique. La finance islamique est en train de prendre une place importante dans la sphère internationale, régionale et nationale. En effet, depuis les crises financières de 2007-2008 et la récession économique mondiale qui s'en est suivie, tous les acteurs économiques se sont tournés vers la finance islamique, et cela à tous les niveaux, international, régional et national. Cette situation de crise a eu pour effet de montrer les limites du système financier dit conventionnel, basé sur les principes du capitalisme. Elle a aussi fait ressortir l'invulnérabilité de la majorité des institutions financières islamiques, du fait que plusieurs institutions financières islamiques mondiales n'ont pas été impactées par ces crises. D'où le regain d'intérêt pour le système financier islamique.
Ainsi, la journée durant, les membres de l'Association nigérienne pour la promotion de la finance islamique, ANEFI, sont appelés à compléter le bureau de leur association afin de s'atteler à la mission qu'ils se sont assignés. La réunion d'hier du CNDP a été boycottée par le parti Amen Amen qui n'a pas jugé utile d'y participer. Son président Omar Hamidou Diladanchana explique les raisons. Il a parlé également de la situation sociopolitique et sécuritaire en général du pays dans un entretien accordé à la télévision Labari. C'est la partie magazine de cette édition. Mesdames, Messieurs, très bonne réception et bon week-end. Bonsoir. Ce n'est pas la réunion du CNDP. Les Nigériens sont préoccupés par l'insécurité. Ils sont préoccupés par le pouvoir d'achat. Ils sont préoccupés par les inondations. Ils sont préoccupés par l'école. Et pendant que les Nigériens souffrent, ce n'est pas la réunion du CNDP. Les Nigériens sont préoccupés par l'insécurité. Ils sont préoccupés par le pouvoir d'achat. Ils sont préoccupés par les inondations. Ils sont préoccupés par l'école. Et pendant que les Nigériens souffrent, ils n'ont rien trouvé à faire que de convoquer le CNDP pour faire plaisir à leurs partenaires. Vous avez entendu que le haut représentant spécial pour les Nations Unies pour le Sahel siège au Niger. En fait, c'est un prélude également à la visite du président Macron qu'on organise ce CNDP pour faire croire que la démocratie est en marche au Niger. J'ai d'ailleurs fait hier une publication pour demander aux représentants des Nations Unies de rencontrer toutes les parties qui ne peuvent pas se contenter juste de la vie des bourreaux de la démocratie au Niger et puis dire que tout va bien. En vérité, c'est toujours la tactique politicienne. Et vous savez ce que ça me rappelle? Ça me rappelle comme des collégiens qui, au vu de leurs surveillants, courent pour ranger leurs affaires pour paraître des bons élèves. Non, la démocratie au Niger est en panne et du fait du PNS. Donc c'est juste une information, il n'y a pas eu de débat. Comme à l'Assemblée nationale, tout est muselé. Il n'y a pas eu de débat, c'est pour donner une information. L'information qu'ils doivent donner sur la sécurité, ça ne concerne pas que les partis politiques. Ils doivent également la donner à tous les Nigériens. Donc pourquoi est-ce que se réunir pour dire qu'on va parler juste entre partis politiques de cette question sécuritaire? Et vous avez vu, même les parents, les alliés du PNS ont boycotté cette réunion parce que c'était un non-événement. Nous, on n'est pas allés parce que, moi je dis toujours qu'en politique, la crédibilité dépend de la constance avec laquelle on défend ses opinions. L'opposition, depuis 2017, a posé des préalables. Et à ce jour, aucun de ces préalables n'a pas été rempli. Donc, on ne sait pas pour quelle raison. Certains partis de l'opposition ont été amadoués pour aller faire l'image, pour aller faire la photo, aux côtés des gens du pouvoir qui vont le vendre pour faire comprendre que la démocratie marche au Niger. Amen a voté. Et pourquoi? Mais parce que c'est pour une question de cohérence. L'opposition a posé des préalables. Savez-vous que le décret 2004 qui institue le CNDP a été charcuté par la volonté de Mohamed Bazoum, quand il était ministre de l'Intérieur. Et tout ça parce qu'il préparait son hold-up électoral. Aujourd'hui, ce décret a complètement perverti le sens dans lequel le CNDP a été créé. Donc nous avons demandé dès l'époque que ce CNDP revienne à son fonctionnement initial, que tout le monde a apprécié. Mais pour un dessin, le dessin de leur hold-up électoral, nous avons vu, ils ont charcuté et puis modifié ce décret à leur guise. Comment vous appréciez ce qui a été dit hier? Écoutez, nous, ce communiqué final ne nous engage pas. Nous sommes une opposition qui est là pour dénoncer les travers du gouvernement et non les encourager. On se demande quel espace il y a derrière tout ça. Mais en tout cas, nous, Amen Amen, nous ne sommes pas concernés par cette déclaration. Autre aspect de cet entretien, Président, c'est cette augmentation du coût du gasoil à la pompe depuis quelques semaines qui a fait du bruit, qui continue à faire du bruit. Comment vous appréciez cette augmentation? Ça a raison d'être? Moi, je me suis déjà exprimé dessus. C'est vraiment un pis-aller. Voilà que ces gens, les impôts des Nigériens qui forment le budget ne suffisent plus à leur prédation. Ils veulent maintenant taper directement les Nigériens
à la poche. Regardez ce qu'ils disent, c'est que c'est pour renflouer la SONIDEP, quand on connaît la gestion de la SONIDEP et quand on sait quelle utilisation est faite des ressources de la SONIDEP. Non, tout ça n'est pas sérieux, c'est encore pour enrichir leur coterie, c'est encore pour détourner les fonds publics, mais il est temps que le peuple nigérien se rende compte que ce gouvernement est incapable de résoudre le problème. Le Niger est un pays enclavé, tout ce que nous importons est transporté. Donc, du coup, avec une augmentation de 130 francs, vous voyez bien. Et pire, c'est qu'ils disent qu'ils augmentent le prix du gasoil parce qu'il faut renflouer les caisses de la SONIDEP. Mais en même temps, ils interdisent aux autres entreprises de transport d'augmenter les prix. Vous voyez bien. Donc, ils veulent que les transporteurs supportent les conséquences de leur mauvaise gestion. Mais ils ne peuvent pas le faire. Et d'ailleurs, vous avez remarqué que les choses sont en train d'augmenter d'elles-mêmes. Parce que ce n'est pas tenable. On ne peut pas dire que d'un côté, vous augmentez un coût de facteur de production qui n'est pas de renchérissement du coût de la vie. Ce n'est pas possible. Ils auraient dû pour ça faire des mesures d'accompagnement pour les entreprises. À votre niveau, votre parti, qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour vraiment dénoncer cette augmentation? On a fait un communiqué, nous sommes en train de sensibiliser les gens pour leur dire non, il faut arrêter cette complicité avec le gouvernement. Parce que vous savez, on dit toujours que le silence des gens bien est le meilleur allié de la perversité des gens mauvais. Aujourd'hui, les Nigériens, on ne sait pas qu'est-ce qui leur arrive, ils ont comme l'impression qu'il y a des professionnels de la lutte et des bénéficiaires de la lutte, alors que nous sommes tous concernés. C'est ensemble que nous devons dénoncer, c'est ensemble que nous devons agir contre les travers de ce gouvernement. Aujourd'hui, quel est votre cri de cœur par rapport vraiment à cette cherté ambiante de la vie? Mais cette cherté ambiante, cette inflation, est occasionnée par les tenants du pouvoir. Parce que c'est eux qui profitent, qui, du fait des ressources que leur procure la procuration, les trafics, créent l'inflation. Aujourd'hui, tout est cher. Et du fait même de la corruption. Parce que, je vous donne un exemple, des terrains à l'époque qui s'achetaient à 2-3 millions, aujourd'hui, c'est parce qu'ils veulent blanchir l'argent, ils achètent à 5-10 millions. Donc du coup, le terrain, quelqu'un qui a un terrain dans le même quartier qui a été vendu à 5 millions, mais il ne va plus le vendre à 2-3 millions à son prix réel, mais il va vouloir le vendre à 5 millions, et ainsi de suite. C'est ça la conséquence. La conséquence de la corruption, c'est comme les prix des loyers, c'est comme les prix des maisons, et bien d'autres. Dans son message à son discours d'investiture, il a fait de la lutte contre la corruption une de ses priorités. Aujourd'hui, dans la pratique, on sait qu'il est en train d'honorer cet engagement. Je pense qu'en promettant pour l'avenir, Mohamed Bazoum a signé son crime. Il a fait des promesses qui ne tiennent pas et qui ne tiendront pas. Tout récemment, il y a eu un marché qui a été octroyé au ministère de l'Enseignement supérieur. Suite à une plainte des organisations patronales, l'ARMP, que je salue au passage, a rendu une décision dans laquelle il demande d'annuler la première partie, qui est de 3 milliards et quelques, qui concerne les études, pour violation des textes du Code des marchés publics. Et deuxièmement, figurez-vous qu'en Conseil des ministres, ils ont attribué un marché qui n'existe pas. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la lettre de l'ARMP qui le dit. Alors, cette affaire est l'illustration parfaite de la collusion de ce gouvernement avec les milieux mafieux. Comment peut-on banaliser la République jusqu'à octroyer en Conseil des ministres un marché qui n'existe pas? Ça, c'est ce que nous avons découvert. Seul Dieu sait combien de fois ça a été fait. Où est le sérieux? Où est le sérieux de ça? Mais le PNDS nous a habitués depuis longtemps à la gabegie. Tous les jours que Dieu fait, il y a un nouveau scandale. Est-ce que vous avez entendu une seule personne qui a été inquiétée dans cette affaire ou dans ces différentes affaires? Le seul qui est coupé en prison, c'est Hamazala, et pour des raisons que nous savons. Une autre affaire qui est bien attend toujours de voir la suite, c'est la peur du ministère de la Défense nationale. On a toujours parlé de ça. Au lieu de les traiter, non, le principal instigateur de cette affaire nargue les Nigériens sur les médias, à la télé, à l'Assemblée.
Puis voilà, c'est beau, la vie continue. Le dernier rapport de la Cour des comptes aussi a révélé plusieurs manquements dans plusieurs institutions de la République. Là aussi, c'est le silence. Je vous disais que ce gouvernement n'est pas la solution au problème de la corruption. Il est le problème. Tous les jours que Dieu fait, il y a des faits de corruption à tous les niveaux. Je dis bien à tous les niveaux. Et rien n'est fait parce qu'ils se tiennent, parce qu'ils sont tous complices, parce qu'ils mangent tous à la même soupe. Devant toutes ces affaires, on constate un silence de l'opposition. Il y a quelqu'un qui parle. Écoutez, parce que nous avons un mandat que le peuple nous a confié du député, nous avons fait la promesse de défendre les intérêts et les intérêts du peuple. Nous faisons notre partie et nous demandons à ce que tous les partis de l'opposition fassent la même chose. Parce que ce que veut, au fond, Mohamed Bazoum, c'est une opposition qui lui dit « Non, ce n'est pas le vent qui tourne, c'est la girouette ». Vraiment, non, nous, on n'est pas de ce genre d'opposition. On ne peut pas nous tenir par des conseillers ou par des décrets. Non, nous avons fait un choix et nous allons l'assumer jusqu'au bout. Quand vous regardez leur intention véritable, c'est de détruire la démocratie au Niger. C'est de faire en sorte qu'il y ait qu'un parti unique, une pensée unique. Et pour qu'ils puissent garder le pouvoir à vitam aeternam. Et vous, qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour contrecarrer ça? Mais déjà, ce que je fais, je suis aujourd'hui en train de vous parler pour vous dire les travers de ce régime. Et nous le faisons dans les campagnes, chaque fois que nous avons l'occasion, nous le faisons à l'Assemblée, chaque fois que nous avons l'occasion, nous disons, voilà ce qui ne va pas au Niger. Récemment, un regroupement de plusieurs structures de la société civile, réunis au sein d'un mouvement, M62, a projeté d'organiser une manifestation pacifique pour justement dénoncer ces différents points que vous venez d'évoquer. Malheureusement, cette manifestation a été interdite. Oui, mais c'est encore, vous revenez encore une fois sur les promesses de Mohamed Bazoum. Il a le verbe tout haut, mais l'acte pas. Vous vous rappelez qu'il avait promis à la société civile qu'il allait permettre les marches. Mais dans la pratique, rien de cela n'a été fait. Mais ce n'est pas à lui, c'est au peuple de se réveiller. Parce que quand vous ne défendez pas le voisin quand il a des problèmes, vous pensez que lui va vous défendre quand vous aurez des problèmes? C'est pour ça qu'ensemble, nous devons défendre la démocratie et les libertés publiques. Changeons de risque, maintenant parlons de la situation sécuritaire, une situation vraiment qui est quotidienne aussi, le débat sécuritaire. Comment vous appréciez jusque-là la profondeur de cette situation est en train de se gérer et les attaques continuent à l'IFA et à l'ouest du Niger, dans la zone de la Libye? Parlons d'abord de l'IFA. Les choses s'étaient un peu calmées, nous la réjouissons, mais malheureusement nous constatons qu'il y a une reprise progressive des attaques. C'est dommage. Je pense qu'il faut continuer à renforcer la présence militaire pour mettre un terme à ces attaques. Au niveau de la région de Tillabéri, c'est beaucoup plus complexe. Nous l'avons dit que pour résoudre ce problème, il faut l'engagement des trois pays, c'est-à-dire le Mali, le Burkina et le Niger. Mais malheureusement, pour une question de soumission à un pays étranger, le gouvernement du Niger a décidé de faire une guerre inutile au Mali. Pourquoi une guerre inutile? Mais une guerre inutile parce que le Mali et le Niger, nous sommes liés. Nous sommes liés par l'histoire, nous sommes liés par beaucoup de choses. Est-ce qu'aujourd'hui, quand le Mali a des problèmes avec la France, en quoi ça nous regarde? Ça ne nous regarde pas. Et vous avez vu des propos insultants qui ont été tenus par des autorités nigériennes envers les autorités maliennes. Et j'ai toujours dit, on ne peut pas gagner cette guerre sans le Mali. Dans la région de la Libye, récemment, le président de la République, Mohamed Bazoum, a effectué une visite. Il a appelé les populations de certaines localités de rejoindre leur zone d'habitude pour qu'ils vont prendre des mesures pour renforcer la sécurité. Malheureusement, récemment, ces mêmes localités ont été des cibles de l'attaque de ces terroristes. Vous savez, c'est tellement drôle. Lui, quand il est parti là-bas, il est parti avec plus d'1 bataillon. Il est parti avec plus de 500 personnes. Avec des hélicoptères, avec des drones pour sauver une seule personne. Pourquoi il n'est pas parti avec son garde-corps et puis des pick-up? C'est tant qu'il n'y a pas de danger dans la région. Lui se protège, mais il veut que les autres aillent s'exposer. Non, ce n'est pas sérieux. S'il veut que les gens retournent, il n'a qu'à prendre les dispositions. Recruter suffisamment
de forces de défense et de sécurité pour occuper les zones, pour empêcher aux terroristes et aux bandits de revenir les raqueter. La personne qui est dans cette localité, dans cette région, les populations préfèrent signer des pactes avec ces terroristes pour rester. Ils veulent l'argent et aller au marché en se soumettant à certaines exigences de ces terroristes. Parce que l'État a failli. C'est parce qu'il n'y a plus d'État. L'État a failli. Qu'est-ce qu'ils peuvent? Pour survivre, ils n'ont pas d'autre choix qu'un compromis du fait de l'incompétence et de l'incapacité de ce gouvernement à assurer la sécurité des Nigériens de leur bien. Concrètement, qu'est-ce que vous faites, président? Nous avons déjà dit que si on veut résoudre le problème, il faut recruter suffisamment de forces de défense et de sécurité. Monsieur Saleh, pourquoi est-ce que ces gens n'attaquent pas les villes? C'est parce qu'ils savent qu'il y a des forces de défense et de sécurité. Parce qu'ils savent qu'en les attaquant, il y a 9 chances sur 10 pour qu'ils ne s'en sortent pas. S'ils savent que dans les villes ou à l'entrecroisement des villes, il y a des risques qui tombent sur des patrouilles ou sur des militaires, vous pensez qu'ils vont le faire? Non. Nous pensons qu'il faut recruter suffisamment d'hommes pour occuper le terrain. Mais aujourd'hui, les Nigériens le savent, que ce qui intéresse Mohamed Bazoum et ses amis, ce n'est pas la sécurité des Nigériens, c'est l'économie de la guerre, c'est les marchés qui attirent l'haricot à leurs amis, à leurs protégés, à ceux qui leur fournissent des avions pendant leur campagne électorale. Un des sujets aussi au cœur de l'actualité au Niger, c'est cette apparence de plus en plus d'anciens présidents de la République, Issou Mahamadou. D'aucuns pensent que Bazoum il est téléguidé. Partagez ce même avis? Vous savez, la guerre des clans dans un parti n'est pas la préoccupation première des Nigériens. Ce qui préoccupe les Nigériens, c'est la sécurité, c'est le pouvoir d'achat, ce sont les inondations et c'est l'école. Justement, les inondations, parlons-en, nous sommes actuellement en pleine inondation sur l'ensemble du territoire national. Plus de 100 morts, plus de 120 000 sinistrés. Cette situation doit être appelée. Oui, bien sûr qu'elle m'interpelle. Je présente mes condoléances aux familles des victimes et je souhaite un prompt rétablissement aux blessés. C'est une situation très regrettable mais malheureusement, il n'y a pas de dispositions qui sont prises pour que les choses ne se répètent pas. Chaque fois, il y a des personnes qui habitent souvent dans les lits des cours d'eau. Donc, inévitablement, il y aura des inondations, inévitablement, il y aura des dégâts. Donc, il faut expliquer à ces gens, il faut les redéployer quelque part, les déplacer pour les installer quelque part. Mais si vous êtes sur le lit d'un cours d'eau, inévitablement, le cours d'eau va revenir sous son lit et malheureusement, il y aura des pertes émotionnelles. Cette sensibilisation, c'est encore votre affaire aussi, vous les politiciens. Est-ce que vous êtes en train de faire pour essayer aussi d'apporter votre contribution pour sensibiliser davantage ces populations qui sont surtout au niveau des rives du fleuve et des sites inondables? Comme vous le savez, je suis un député de Tillabéri, donc de la région du fleuve. Ce que nous faisons, c'est justement à chaque fois que l'occasion nous est permis d'expliquer aux gens que en restant là où ils sont, ils s'exposent leurs familles. Maintenant, le problème qui se pose, c'est où les recaser. Et ça, c'est le rôle des collectivités, c'est le rôle de l'État. Puisqu'on ne peut pas laisser des Nigériens en danger sans rien faire. Nous devons ensemble, avec les élus, réfléchir pour trouver quelle solution ils doivent apporter pour amoindrir les dégâts de ces inondations. Vous savez que chaque jour qui passe, le PNDS essaie de bâillonner l'opposition. Vous avez vu, avant, on était 37 députés. Aujourd'hui, on est 31. On ne peut même plus déposer une motion de censure. Depuis le départ de nos collègues, on n'a plus le nombre requis. Et ça a été savamment calculé parce qu'il fallait faire taire définitivement l'opposition. Aujourd'hui, nous, notre groupe parlementaire, on ne peut même pas saisir la Cour constitutionnelle parce qu'il y a des constats qu'on a fait, des violations de la Constitution par rapport justement au rapport à la Cour des comptes. Mais nous avons fait une saisine, mais nous n'avons pas pu la déposer parce qu'on n'a pas eu suffisamment de députés pour la signer. Au sein de l'opposition, le CAP Programme 21, et notamment au niveau de la ville de Niamey, il y a des nominations qui sont en train d'être faites, notamment
des militants de Cap-21, les militants sont exclus. Vous comprenez ça? Et pourquoi cette situation? Écoutez, nous sommes de l'opposition. Si les gens qui sont à la tête de la ville de Niamey décident d'exclure nos militants, eh bien, grand bien leur en face. Vous allez regarder comme ça? Oui, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? C'est de l'injustice quand même. Écoutez, on est déjà habitué à ça. On a l'impression que parmi les opposants actuellement, vous êtes le plus qui attaquait le président Bazoum. Et qu'est-ce qui a attribué Bazoum? Vous savez, je vous remercie de cette question. Il n'y a aucun problème de personne entre nous. Moi, je considère l'homme, mais je combats ses idées. Je combats ses idées qui sont néfastes pour ce pays. Mais bien au contraire, c'est peut-être lui qui a un problème de personne avec moi. Parce que c'est lui qui met un de ses secrétaires de cabinet adjoint m'insulter sur les réseaux sociaux, m'attaquer dans les journaux. À un moment, je ne sais pas si vous avez vu circuler une lettre de la RAE, donc le Régie d'assistance à l'escale, à l'époque où j'étais ministre des Transports. C'est lui-même en personne qui l'a envoyé à certains journalistes. Donc, c'est lui qui a quelqu'un qui a quelque chose contre moi. Pour quelle raison? Peut-être parce que je parle, peut-être parce que je refuse de me soumettre. Mais je ne pense pas que c'est ça comme ça faire la politique. Si je suis un opposant, je suis en droit de critiquer. Mais dès que je critique, ce sont les insultes. Et d'ailleurs, récemment encore, il y a un de leurs militants qui a fait un audio pour m'insulter, même insulter mon père, mort il y a 36 ans. Moi, dans mon éducation, on n'insulte jamais les parents des autres. Et moi, je ne le ferai jamais. Mais j'aimerais simplement lui dire que, à la mort de mon père en 1986, contrairement à ce qu'il raconte, il a laissé plus de 5 milliards dans son compte à la PDRN. Et que ceux qui ont profité de la PDRN, ce n'est pas nous, ce n'est pas eux. Ce sont les mêmes qui sont en train de piller l'État. Je profite également pour répondre, parce que chaque fois que je fais une publication, les gens du PNDS postent une interview d'un acteur de la société civile qui date de 2014, à l'époque où j'avais signé l'accord de partenariat stratégique avec Arriva. Et dans cette interview, avec des propos mensongers, il m'attaque, il demande d'abord depuis quand moi je m'intéresse à la chose publique. Alors je lui réponds que il sait, je m'intéresse à la chose publique, il le sait très bien. Parce que pendant que moi je défendais la démocratie, lui soutenait la violation de la Constitution. Il m'a également taxé de ne pas payer les impôts. Moi, je me suis toujours acquitté de mes impôts. Et je le défie d'apporter le moindre soupçon. Il m'est même arrivé d'aller moi-même aux impôts pour réclamer des avis d'imposition. Vous savez, ce qu'il ignore également, c'est que moi j'ai payé les impôts en tant que salarié. J'ai payé les impôts en tant qu'employeur, que je continue de payer même en tant qu'investisseur. Alors, dire des choses pour faire mal. Et enfin, il a également ensuite, il a parlé d'une affaire de Mercedes, un marché qui avait été confié à l'époque à une société, à une de mes sociétés, parce que nous détenons la carte Mercedes. Ce marché a été exécuté en bonne et due forme. Alors, également, ce sont des propos mensongers. Mais le plus grave, c'est qu'il attaque et il fait des insinuations concernant ma famille. Mon père, comme les jeunes de son âge à l'époque, a décidé de laisser l'école et d'aller à la côte, comme le faisaient les jeunes de son contrée. Pendant que ailleurs, certains jouaient au aller sur les mines. Donc, je ne permettrai pas que des gens veuillent salir sa mémoire. Le père Chana a consacré sa vie aux plus démunis. Donc, je ne permettrai pas, au nom de la politique, que quelqu'un vienne salir. Et surtout pas lui, cet acteur de la société civile. Le premier dispensaire de son village a été construit par mon père. Donc, je pense que la gratitude, au moins, veut qu'on réfléchisse avant de dire certaines choses. Donc, c'est pour dire qu'il n'y a aucun problème personnel entre Mohamed Bazoum et moi. Moi, je considère l'homme, mais je combats ses idées parce que je suis contre la corruption, parce que je suis pour la bonne gouvernance et je ne le laisserai pas faire. Si c'est pour ça qu'il met des gens pour m'insulter, pour m'attaquer, et bien qu'il continue. Je veux lui dire en face que des années de militantisme m'ont tanné le cuir.
et que les effectifs de tout poil me prennent rarement au dépourvu. Surtout quand ils proviennent d'un camp où règne la corruption. Pour finir avec vous, quel est le climat, quelle est la cohésion au sein de l'opposition capitale? Vous savez, quand on décide d'être ensemble, on ne peut pas tous être unanimement d'accord. Mais nous sommes tous opposés à ce gouvernement, c'est ça l'essentiel.